une femme peut accoucher, qui peut bien se passer. Elle sort, elle va à la maison, 1 jour, 2 jours, 3 jours, tout se passe bien. 4 jours, et puis 5e jour, elle commence à saigner. On rentre toujours dans l'hémorragie du postpartum. Nous allons voir rapidement, on va réviser rapidement et puis on va voir comment il faut gérer ces différents cas. Ça, c'est une hémorragie aussi du postpartum. Et elle a une principale cause. On parlera de ça tout à l'heure. Alors, rapidement, pour vous, c'est quoi une hémorragie du postpartum? On vous a parlé de ça. Comment vous définissez une hémorragie du postpartum? Oui? Une hémorragie du postpartum, c'est une perte sanguine provenant des voies génitales dépassant 500 ml pour un accouchement par voie basse et 1000 ml pour un accouchement par césarienne. Et toute autre hémorragie pourront avoir une répercussion sur l'état. Super. Vous serez une excellente sage-femme. Parce qu'on a vu avec la directrice, votre directrice est formidable. On est en train de voir avec Mme Kansa et les autres équipes comment, à l'équipe, aux sages-femmes qui sont sorties, envoyer des SMS pour rappeler tout ce qui est important dans la prise en charge, dans la lutte contre la mortalité maternelle. C'est-à-dire de la consultation prénatale jusqu'à la consultation postnatale. Et ça, vous n'êtes pas encore sur le terrain, mais vous allez trouver ces moyens de vous rappeler sur certaines définitions, sur certaines conduites à tenir. Donc, c'est très bien. Donc, l'hémorragie, elle a bien dit. Vraiment, il n'y a rien d'autre à ajouter. Je pense que vous avez vu ça dans votre cours. Donc, aujourd'hui, on va être un peu plus pratique. On va discuter sur ce qu'il faut faire en fonction des cas que vous allez rencontrer. Donc, la première chose la plus importante, c'est de savoir quand on parle d'hémorragie du postpartum. Ce n'est pas tout petit saignement qui est une hémorragie et puis avoir des gestes. Non. Il faut connaître la définition. Donc, première des choses, savoir ce que c'est qu'une hémorragie du postpartum. OK? Donc, je vais passer quelques diapositives rapidement pour vous rappeler ce que vous avez déjà vu. Et puis, nous allons discuter, passer à des démonstrations sur mannequin. Bon, là, c'est fixé. Non, ça pointe vraiment. Non, ça c'est pour prendre des hommes. Non, il y a ça. Hop là, là. Je vais continuer ici. Et il y a plusieurs étiologies, plusieurs causes. Nous allons donc voir en fonction des causes comment gérer cette hémorragie. Donc la prise en charge efficace va améliorer le pronostic de la patiente. Dans l'hémorragie du postpartum, quelque chose qu'il faut retenir, si vous ne faites pas vite, après un moment, vous ne pouvez plus faire quelque chose. Donc il faut aller très vite. Ça, c'est quelque chose également qu'il faut retenir. L'hémorragie du postpartum est une urgence. Si on ne fait rien, peut-être 30 minutes après, on ne peut plus faire quelque chose. Quels que soient les médicaments que vous allez faire, vous allez aller vers la mort de la patiente. Donc retenez cela. C'est une course contre la montre. La sage-femme qui voit une hémorragie doit se précipiter, doit laisser ce qu'il y a à faire, ou bien appeler au secours pour qu'on l'aide pour sauver la dame. Alors, je passe sur les objectifs. Nous allons voir rapidement ce que c'est que l'hémorragie. Elle a donné la définition. Faire quelques rappels pour que vous puissiez comprendre les étiologies et en fonction de ça, on verra comment faire la conduite à tenir. Alors, elle a dit, hein, l'hémorragie du postpartum, je remets, perte sanguine provenant des voies génitales dépassant 500 ml lors d'un accouchement par voie basse et 1000 ml pour une césarienne. Et elle ajoutait encore, quelquefois, ça, il y a un travail qu'on va faire peut-être. Dans nos conditions de travail, souvent la femme vient, elle est déjà anémiée. Donc, elle va perdre quelquefois en dessous de 500 ou en dessous de 1000 et puis rentrer dans un état de choc parce que déjà, elle était sur un terrain anémique. Donc, il ne faut pas attendre que dire non, bon, elle est tombée dans les pommes, mais comme elle n'a pas fait 500, ce n'est pas une hémorragie. Non, non, non. On tient compte également de l'état de la patiente, de l'état antérieur avant que l'hémorragie ne survienne. Alors, votre collègue a donné tout à l'heure son expérience.
Et on voit dans la définition, on distingue deux types d'hémorragie du postpartum. L'hémorragie du postpartum qui survient immédiatement dans les 24 heures après l'accouchement. On parle d'hémorragie du postpartum immédiat. Ça, vous devez le savoir. Et puis, l'hémorragie du postpartum tardif, qui survient au-delà de 24 heures, comme le cas que votre collègue a expliqué. L'hémorragie la plus fréquente, c'est l'hémorragie immédiate, du postpartum immédiat, donc qui survient dans les 24 heures. Voilà pourquoi il est recommandé le plus souvent de laisser la femme au moins 24 heures à l'hôpital. Ça, c'est l'idéal. Mais on constate que dans nos conditions de travail, si vous avez 2 lits ou bien si quelquefois on est obligé de laisser partir la femme, mais si vous êtes une bonne sage-femme, vous devez dire je vous laisse partir, mais s'il y a tel problème, revenez rapidement. Ça, c'est les attitudes que nous devons avoir parce que vous savez que quelquefois, c'est hors de l'hôpital que l'hémorragie va se déclarer. Alors, je passe, ça vous le savez, après l'accouchement, le placenta va se décoller. Quand il se décolle, il va s'expulser. Et puis après, l'utérus va se rétracter. Quand l'utérus se rétracte, c'est pour fermer les petits vaisseaux qui étaient au niveau où le placenta est sorti. Et c'est ce qui va faire l'hémostase. Ce n'est pas que la femme saigne. Donc, un élément important dans l'hémostase, c'est l'utérus qui se rétracte. Vraiment, ça c'est très très important. Après chaque accouchement, vous devez regarder si l'utérus se rétracte bien. Bien sûr, quand le placenta est sorti et quand il est complet, parce que vous examinez le placenta, ça c'est un élément important aussi. Il faut toujours examiner le placenta et vous regardez s'il est complet. L'utérus doit normalement se rétracter. S'il ne se rétracte pas, possibilité d'hémorragie du postpartum. Là, c'est quelques cas de délivrance, ça je passe dessus. Là, c'est la délivrance encore. Maintenant, on va parler de la GATPA, on verra ça tout à l'heure. Alors, mon truc, alors, l'hémostase, j'ai parlé tout à l'heure de l'hémostase utérine qui se fait en 3 facteurs. La rétraction utérine, vasoconstriction et puis problème de coagulation. Mais retenez que le plus important, c'est le premier là, le problème de musculaire, la rétraction. On le verra tout à l'heure dans les étiologies de l'hémorragie du postpartum. Alors, quelles sont les étiologies? Quelles sont les étiologies? Ça aussi, vous le connaissez. Alors, dites-moi un peu, on va voir, on discute. Oui. Les traumatismes. Très bien. Non, un chacun, tu connais beaucoup. Alors, oui. On a une atonie. Atonie utérine. Très bien. Rétention placentaire. Très bien. Déchirure, ça rentre dans les traumatismes un peu. Ça fait combien déjà? 3, non? Oui, ça. Non, toi, tu connais trop. De l'autre côté là-bas. Coagulopathie, donc les problèmes de coagulation. Donc voilà, pour moi déjà vous êtes au point. Hein. Donc il y a 4 grandes causes. Vous avez cité 4 grandes causes. Hein. On va les voir rapidement. L'atonie utérine, c'est la cause la plus fréquente. Donc chaque fois, quand on parle de cause la plus fréquente, c'est-à-dire vous, sage-femme, si vous êtes devant une hémorragie, vous dites la cause la plus fréquente, c'est l'atonie. Donc je cherche d'abord l'atonie. Sauf si vous avez vu une autre cause. Mais même quand vous voyez une autre cause, il faut toujours chercher l'atonie. Parce que c'est la cause la plus fréquente. Et pour chercher l'atonie, vous savez comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Je vais voir qui connaît. Ah, ça commence à être un peu... Oui? Monsieur, on a sur l'utérus est bien rétracté. Bon, comment vous regardez? Tu regardes, hein? On essaie de Non, 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 c'est elle qui parle, c'est elle qui parle. Attends. Comment? En faisant le massage utérin. En faisant le massage utérin. Bon, mais... On ne sent pas le globe. On ne sent pas le globe. En faisant le massage utérin, on ne sent pas le globe. On regarde si le globe est bien rétracté. Oui, allez, complétez un peu sa réponse. C'est-à-dire en faisant le massage. Non, mais la dame a accouché.
Vous l'avez laissé quelque part, vous ne venez pas masser encore. Comment vous savez qu'il y a une atonie? Comment vous faites pour savoir? Vous ne regardez pas. Comment vous faites? Parce qu'on regarde Allez, l'abdomen. dites-moi, oui, dites-moi, vous savez, mais que On sait comment c'est ça pas une veut. colle. Oui. On dit quand l'utérus est rétracté, ça Vous avez déjà examiné une femme qui a accouché? Vous avez fait la deuxième année, vous faites des stages. Mais quand les femmes accouchent, vous allez les voir, non, vous surveillez l'accouchement, non? Le postpartum. Alors comment vous faites pour savoir qu'un utérus est rétracté? C'est ce que je vous demande. Comment vous faites clinique dans la pratique? Comment vous faites? On fait la palpation. Oui, on parle. Et quand on remarque que l'utérus on remarque que l'utérus est flasque. Là, on fait l'utilisation. Donc l'utérus est flasque. Et puis comment? L'utérus est quoi encore? Quand vous regardez sa situation, il est où? Au-dessus de l'ombilique. Voilà. Donc vous mettez, vous sentez que l'utérus n'est pas ferme. Il est au-dessus de l'ombilique. Et puis il y a des saignements, vous dites ça, c'est probablement une atonie. Ça, on n'a pas besoin d'échographie pour venir dire qu'il y a une atonie. Ça, c'est l'examen clinique. Et quand vous commencez à masser, vous sentez que l'utérus se durcit. On n'a pas besoin de masser pour savoir qu'il y a une atonie. Dès qu'on met la main, on sent, quand on palpe, on sent que l'utérus est flasque et qu'il n'est pas rétracté. Quand il est bien rétracté, il est en dessous de l'ombilique. Et quand il n'est pas rétracté, il est soit au niveau de l'ombilique, soit au-dessus de l'ombilique, généralement. Donc, première cause, c'est ça, l'atonie utérine. Bon, surdistension utérine, bon, ça c'est les causes. Et également les causes, il faut les savoir. Je vais mettre tout et puis on va en parler. C'est pas mon ordinateur, donc ça va faire. On va parler de l'atonie utérine. Et vous savez, là également, la sage-femme doit pouvoir prévenir. Si vous avez une patiente qui vient avec une grossesse multiple, c'est-à-dire gémellaire ou bien triplée, ou bien un gros fœtus, ou bien un hydramnios, c'est quand la quantité de liquide amniotique dépasse 2 litres, vous dites, ah, l'utérus est tellement surdistendu qu'après l'accouchement, il peut avoir une atonie. Donc vous prenez le devant des choses. On va arriver dans la prévention. Deuxième cause de l'hémorragie du postpartum, vous avez dit, c'est les rétentions placentaires. Vraiment, il est inadmissible. On a vu des cas comme ça, que des sages-femmes évacuent des patientes alors que le placenta est encore dans la cavité utérine. Nous, on en a rencontré, elles écrivent placenta et hémorragie du postpartum avec le placenta dedans. Au moins, si elle nous disait qu'elle a essayé, que le placenta ne sort pas, on peut comprendre. Mais évacuation pour hémorragie du postpartum avec le placenta dans la cavité, vous ne devez jamais faire ça. Quand il y a une hémorragie, que le placenta est dedans, il faut le retirer. Quand il est retenu entièrement, c'est la rétention placentaire, ou quand il y a des membranes, on parle de rétention placentaire, de rétention des membranes, c'est des rétentions partielles. Et donc là, la seule conduite à tenir, on le verra tout à l'heure. Et puis les traumatismes. Les traumatismes, ça c'est toutes les lésions au niveau du tractus génital, les déchirures du col. Ça aussi, il faut les prévenir. Les déchirures du périnée, quand le dégagement de la tête se fait mal. Les épisiotomies mal suturées. Quelquefois, on est pressé, on ne regarde pas bien la berge inférieure, on prend le dessus, et puis après, il y a un hématome qui se fait. Là également, elle va saigner, des caillots vont se faire, et on peut aller à la mort de la patiente parce qu'elle sera dans un état de choc après. Et puis, dernière cause que vous avez signalée, qui est un peu rare, heureusement que c'est rare, c'est les anomalies de coagulation. Les anomalies de coagulation. Et ça, comment, vous, sage-femme, comment vous pouvez faire pour savoir qu'une dame a une anomalie de coagulation pendant la consultation prénatale? Ça, c'est une question que je vous pose. Comment on peut faire? Monsieur, Levez la main et puis parlez, oui. c'est dans les examens biologiques.
On lui demande de faire... Non, dans le bilan prénatal. Dans le bilan prénatal, il n'y a pas de, ce n'est pas dedans. Dans le bilan prénatal recommandé, il n'y a pas de bilan parce que c'est tellement rare, on ne demande pas ça systématiquement. Donc vous ne pouvez pas savoir. Comment vous pouvez faire pour savoir? Oui? Pendant la consultation, on peut demander à la dame si, quand elle est blessée, qu'elle Très bien. À l'interrogatoire. Même le jour, si vous avez le temps, le jour de l'accouchement, ou bien si vous êtes sage-femme, vous êtes à l'intérieur, généralement, il y a une amitié qui se lie entre vous et les patientes. Parce que vous êtes le seul docteur là-bas, vous êtes la sage-femme, vous êtes l'infirmier, vous êtes tout. Donc, vous avez le temps d'avoir plusieurs fois. Donc, lors des consultations prénatales, vous savez que vous allez aller à l'accouchement. Vous savez que la première cause de mortalité, c'est l'hémorragie du postpartum. Donc, déjà, vous posez les questions sur tout ça. Est-ce que son fœtus est gros? Est-ce que c'est une grande multipart? Est-ce que au cours du travail, le placenta est complet? Et tout ça, est-ce qu'elle a des problèmes de coagulopathie? L'interrogatoire. Est-ce que ses accouchements antérieurs, elle a saigné? Tout ça, vous vous renseignez. Et ça, cela peut vous orienter et puis voir s'il faut l'orienter dans un service où on peut bien la prendre en charge. Alors le diagnostic, on l'a dit, comment on fait le diagnostic? Malheureusement, dans nos conditions, le diagnostic est difficile à faire, mais on regarde quand la femme, l'idéal c'est ça. Alors qu'est-ce que vous voyez ici là? Hein? C'est un sac. Quand la femme accouche, on met un sac en dessous qui recueille la quantité de sang perdu. Et le sac est gradué. Si ça dépasse 500 cc, on dit que c'est une hémorragie du postpartum. Et cette hémorragie, on la prend rapidement en charge. Mais nous, dans nos conditions de travail, quelquefois, on n'a pas ça. Souvent, on n'a même pas le sac. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met un bassin en dessous. Les bassins, là, au moins, on a ça. Donc, vous, sage-femme, vous devez penser à ça. Quand une femme accouche, vous mettez un bassin pendant la surveillance. Il ne faut pas immédiatement mettre votre truc que vous mettez là, vous attachez, on la couvre, on cache tout. Et puis après, baigne dans le sang. Et quand on vient, c'est un peu trop tard. Donc, la surveillance, là. Moi, quand je fais mes accouchements, quand on vient mettre la garniture automatiquement, je dis non, mettez-la. Surtout quand il y a des risques d'hémorragie, je dis on la laisse, on regarde comment ça se passe. Et en fonction, elle peut rester 30 minutes, 1 heure sur le bassin. C'est vrai que ce n'est pas trop confortable, mais si vous expliquez à la patiente que compte tenu de ça, vous êtes un cas particulier, on va vous surveiller, elle va accepter. Qui est pressé d'aller voir Jésus? Personne. Donc elle va accepter de rester sur un bassin. Et bien sûr, quand vous la mettez sur le bassin, ce n'est pas pour partir faire le travail habituel. Vous passez régulièrement, vous regardez. Si au-delà de 20 minutes, 30 minutes, il n'y a rien, elle peut sortir de son bassin, mais la surveillance continue. Ok, donc l'idéal c'est ça. Mais quand on n'a pas ça, il y a le bassin. Quand on n'a pas le bassin, bien sûr, on surveille les garnitures qu'on met. Si les garnitures sont mouillées rapidement, si elles baignent dans du sang, vous évaluez ça. Et comme a dit votre collègue, si sa tension est en train de chuter, ou bien le pouls est en train de monter, ça aussi, vous devez les prendre. Un accouchement, ce n'est pas sortir le bébé et puis le déposer. Non, il y a l'accouchement, il y a la surveillance. Vraiment, j'insiste sur la surveillance, parce que tant qu'il n'y a pas de surveillance, même si vous savez gérer une hémorragie du postpartum, si vous ne faites pas le diagnostic, vous ne pouvez pas. Vous allez arriver au dernier moment où la dame est en train de gasper, c'est-à-dire en train de mourir. On a déjà vu des cas comme ça. Alors que si elle était surveillée, que le diagnostic est fait très tôt, on met en place des traitements et tout rentre dans l'ordre. Et ça, je le dis à mes médecins, puisqu'on forme les spécialistes en gynéco. De plus en plus, nous serons appelés devant les tribunaux pour justifier nos actes. Ça a commencé. Et vous êtes des jeunes, mais ça va vous rattraper. De plus en plus, les gens voient clair. Donc, une mort, on ne va pas dire elle est morte, et puis c'est fini. Non, on va comprendre qu'est-ce que la sage-femme a fait, qu'est-ce que le médecin a fait, est-ce que nous sommes responsables. Donc, de grâce, c'est maintenant qu'il faut travailler correctement. Quand vous surveillez une patiente, vous passez, vous notez. Telle heure, voilà, je l'ai vu, la tension était comme ça, la température était comme ça, le pouls était comme ça. Quand quelque chose arrive, on comprend que vous avez bien fait votre travail. Il y a des situations dramatiques, mais au moins quand vous avez fait votre travail, vous êtes tranquille. Au niveau de la conscience, vous êtes tranquille. Et ceux qui viennent pour vos supérieurs qui vont venir, vont dire, voilà, on peut vous défendre.
si on ne peut pas vous défendre, même si je suis le chef de service, quand on veut prendre mon ami, mon jeune Diallo, j'ai dit, mais au revoir, je t'amène des bananes à la maca. C'est tout ce que je peux faire. Donc, vraiment, la surveillance est un élément important. Tous les gestes que nous allons faire tout à l'heure là, si vous ne surveillez pas, vous ne pouvez pas faire le diagnostic. Ça, il faut le retenir. Il y a beaucoup de mauvaises habitudes qu'on a en salle d'accouchement. Il y a 2 jours, je suis allé à Port-Boué surprendre les gens, puisque mon équipe est là-bas. Je suis arrivé vendredi très tôt. Je suis passé en salle d'accouchement. Les femmes arrivent, elles accouchent. Il y a une qui a accouché. J'étais là-bas ce jour-là. Il y a une femme qui a accouché. Elle est rentrée. Elle est dilatée à 6-7 cm. Elle n'est même pas enregistrée. Le pactogramme est là. Elle n'a pas son nom dans le dossier. On ne la suit pas. Est-ce que c'est normal ça? J'ai dit à mes médecins qu'ils sont dangereux. J'ai dit aux sages-femmes qui sont là qu'elles sont dangereuses aussi. C'est inadmissible qu'un malade rentre et on ne voit pas jusqu'à ce qu'elle accouche. Et puis après, maintenant, on vient s'asseoir pour remplir les éléments de surveillance. De grâce, ne faites pas ça. Une femme qui a été opérée, qui est dans un lit, personne ne la surveille. Elle va faire son hémorragie, elle va mourir. Alors, on continue. Le facteur temps dans le diagnostic est important. Le facteur temps. Si vous faites le diagnostic de l'hémorragie 2 heures après, la femme est morte. Je vous ai dit tout à l'heure. Si vous faites le diagnostic tardivement, elle est rentrée au stade de coagulopathie, c'est-à-dire où elle s'est vidée de tous les éléments qui permettent la coagulation de se faire. Elle va venir, généralement, il faut transfuser, on n'a pas de sang, transfuser. Et même quand on transfuse, c'est comme un robinet qu'on ouvre et puis ça coule là, elle va mourir. Donc le facteur temps est un élément important. Alors, puisqu'on vous a dit ça, maintenant, quelle est la conduite à tenir? Comment vous devez vous comporter, sage-femme, devant une hémorragie du postpartum? Retenez ça, première cause de mortalité maternelle. Quand on parle de ça, les gens ne voient pas. Hein? Mais quelquefois, quand ça atteint le corps médical, même que nous-mêmes, on est chaud. Moi, je connais des sages-femmes qui sont mortes d'hémorragie du postpartum. Parce qu'elles ont été mal surveillées par leurs collègues. Je connais des personnes du corps médical, des médecins qui sont morts d'hémorragie du postpartum parce que mauvaise surveillance. Normalement, quand elle est bien surveillée, on devait, dans 99,99% des cas, arriver à gérer le problème. Quand le timing est respecté. Mais quand le timing n'est pas respecté, on arrive à des catastrophes. Et quelquefois, Dieu nous le rappelle en mettant des cas comme ça, difficiles à supporter, où c'est un médecin, où c'est une sage-femme qui malheureusement va mourir au cours de l'accouchement. Et comme on le dit, aucune dame ne doit mourir en donnant la vie. Alors, conduite à tenir. Ça, j'ai mis ça parce que je trouve ça important. Devant une hémorragie du postpartum, si vous êtes seul, vous allez avoir des difficultés à gérer l'hémorragie du postpartum. Il ne faut pas jouer au bravo tchè et puis après vous allez avoir honte. Si vous êtes seul dans une maternité à l'intérieur, vous appelez votre aide-soignante. Vous pouvez même appeler les parents, ils vont vous aider. Pendant que vous faites, si vous êtes dans une structure où il y a un médecin généraliste, où il y a un chirurgien, il faut informer toute l'équipe. Ah, ça commence à marcher maintenant. Pourquoi ça prend un coup? C'est cet appareil-là. Pourquoi ça? Postpartum, dans leur hôpital, il y a une cloche. Donc la sage-femme s'en va ou bien on envoie quelqu'un qui s'en tire. Pom, pom, pour sonner, pour dire qu'il y a un danger, il y a quelque chose de grave. Tout le monde arrive. Le gynécologue, s'il est là, si vous êtes dans un centre où il y a un gynécologue, il ne faut pas dire je gérer moi seul. Vous appelez le gynécologue. Si vous êtes dans un endroit où il y a un chirurgien, vous le prévenez. Parce qu'on peut aller jusqu'à la chirurgie. Si vous êtes seul, entre guillemets, vous appelez quelqu'un qui peut vous aider. Quelqu'un peut aller chercher du sang, quelqu'un peut aller chercher du sable pour mettre dans un truc pour faire... Quelqu'un peut vous aider à faire quelque chose. Donc ne gérez pas ça seul. Ne gérez pas ça seul. Alors,
voici les différentes situations que vous allez rencontrer. Ça, il n'y a pas d'autres situations. Première situation, la délivrance a eu lieu. Vous êtes sage-femme, vous faites la délivrance. Bien sûr, quand on finit la délivrance, qu'est-ce qu'on fait? Qui peut répondre? Oui? On vide la vessie, oui, ça fait. Mais le produit qu'on a délivré, qu'est-ce qu'on a fait? On examine. Retenez ça, on examine. Dites, on examine. On examine. Voilà, ça me fait rappeler, il y a un pasteur là qui faisait dire, répétez, on examine. Parce que si vous n'examinez pas, vous ne pouvez pas savoir s'il y a des débris dans la cavité. C'est très, très, très important. On a eu dans notre expérience, puisque je travaille un peu longtemps quand même, les sages-femmes, elles finissent l'accouchement, on délivre le placenta, on met quelque part là-bas, on s'occupe des bébés, on finit, on remplit le registre, on écrit placenta complet, on ne le pèse même pas, on met le poids, tout ça, et puis c'est fini. C'est pas normal. L'examen du placenta ne vous prend pas 1 heure de temps. Vraiment, mes filles, travaillez bien. Quand vous travaillez bien, votre conscience est tranquille. Vous allez avoir sur le terrain des habitudes. Ce n'est pas tout qu'il faut prendre. Écoutez ce que vos enseignants vont vous dire. Si vous allez là-bas, que la sage-femme qui est sur le terrain n'examine pas le placenta, dites-lui, madame, ah, on nous a dit qu'on examine, montrez-moi comment on examine. Il ne faut pas dire vous ne savez pas faire, il ne faut pas mal parler aussi, sinon on ne va pas bien s'occuper de vous. Mais vous devez retenir que tout placenta s'examine. C'est la première attitude correcte qu'il faut avoir. Il ne faut pas enlever le placenta et puis le jeter là-bas. Non, non, non. Il faut examiner le placenta. Et donc, vous devez savoir examiner le placenta. Je pense que vous avez fait ça déjà. Ne vous parlez plus bien. Donc, une fois que le placenta, la dame est délivrée, révision utérine systématique, si elle saigne. Même si le placenta a l'air correct, complet, de façon systématique, il faut réviser. On ne va pas venir sur les gestes à faire devant la révision, mais une révision s'impose. Il faut vider la vessie. Et il faut commencer aussitôt le massage utérin, parce qu'on pense que, surtout quand la révision est faite, qu'il n'y a rien dans la cavité, la première des causes, on a dit, c'était quoi? C'est l'hémorragie du postpartum. L'atonie. Donc automatiquement on commence à masser parce qu'on pense toujours à atonie utérine. Même quand on a une cause, on pense toujours à atonie utérine, donc on vérifie. Donc massage utérin. Et pendant qu'on masse en même temps, bien sûr, voilà pourquoi on a dit on peut être deux. Si vous, la sage-femme principale, vous êtes en train de regarder, faire l'examen de la filière gynécologique, une peut commencer à masser. Maintenant, si votre patiente, celle qui vient d'accoucher, l'accoucher est consciente, vous pouvez demander de masser aussi, si vous êtes seul, bien sûr. Administration d'utérotonie, automatiquement, sans réfléchir. Puisque normalement, même après l'accouchement, on met les utérotoniques. Ça, c'est les recommandations de l'OMS. Ne dites pas, ah, comme elle n'a pas payé. Bon, ça, c'est des situations, hein, je ne sais pas. Les juristes, là, sont là, les gens de choses. Hein? L'ordre est là. Si vous avez prescrit ça, si vous avez dit qu'il n'y en a pas, il faut le signaler. Je voulais faire ça, il n'y en a pas. Mais il faut chercher, il ne faut pas dire, comme il n'y en a pas, je la laisse, elle va saigner. Il faut courir, il faut regarder dans les tiroirs. Quelquefois, il y a un fond de quelqu'un. Hein? Donc, l'utérotonique doit être administré systématiquement. Et quel est l'utérotonique qu'on administre le plus rapidement? Souvent, l'ocytocine. Quelle est la quantité? 10 unités. Donc voilà, vous êtes au point déjà. Moi, j'aimerais vous avoir sur le terrain et puis vous mettre en situation. On va essayer tout à l'heure de voir. Et puis, nouvelle recommandation de l'OMS qu'on vous a dit également au cours. Dès que l'hémorragie, le diagnostic d'hémorragie du postpartum est fait, c'est l'administration de quoi? Antibiotiques. d'1 gramme d'acide tracénamique. L'hexacil. Donc, normalement, chaque fois qu'il y a hémorragie, automatiquement, dans les 30 minutes qui suivent, il faut faire cette injection. Ça, c'est les nouvelles recommandations de l'OMS. On vous a dit ça dans le cours. Voilà. Parce que j'ai veillé à ce que ça soit dans le cours.
Ça vient d'arriver comme nouvelle recommandation. Et puis bien sûr, comme vous avez mis la main dans la cavité utérine, on met un antibiotique, 1 g de ceftriaxone ou bien 2 g d'ampicilline. Voici la première conduite que vous devez avoir lorsque vous êtes dans le cas où la délivrance est effectuée. Voici la démarche qu'il faut avoir. Quand vous regardez, quand c'est une atonie utérine, bien sûr, quand vous avez fait l'utérotonie, il faut continuer de masser. Surveiller les constantes, bien sûr, ça c'est toujours comme ça. La tension artérielle, le pouls. Le pouls est un élément important. Quelquefois, vous avez dit, je n'ai pas de tensiomètre. Mais vous, au moins, vous avez vos 2 doigts, vous pouvez voir le pouls. Vous avez, généralement, vous avez un téléphone portable. Si je disais trotteuse, vous avez dit quelquefois, je n'ai pas de montre. Mais vous avez un téléphone portable, vous pouvez regarder le pouls. Lorsque le pouls est accéléré, ça veut dire que le choc est en train de venir. Parce que quand ça a commencé à descendre, on va rapidement vers le choc. OK? Donc, première situation, la délivrance a eu lieu. Deuxième situation, la délivrance n'a pas eu lieu. Ça, c'est plus facile. Donc, vous faites la délivrance artificielle. On vous a montré comment faire la délivrance artificielle. Vous mettez la main dans la cavité utérine, vous délivrez le placenta. Et quand on enlève le placenta, c'est suivi également d'une révision utérine. On vérifie et on fait la même chose que tout à l'heure. Il faut toujours examiner la filière génitale. Il ne faut pas dire comme l'utérus est mal rétracté, c'est ça seulement, vous ne regardez pas en bas. Vous serez surpris. Il faut toujours garder les mêmes habitudes. Délivrance, vessie, massage utérin, examen de la filière au moindre doute. Surtout que vous avez examiné votre placenta quand la délivrance a eu lieu, ou bien quand la délivrance n'a pas eu lieu, vous l'enlevez, mais vous regardez toujours. Si vous avez fait une épisiotomie, vous regardez dans la zone suturée. Si vous n'avez pas fait d'épisiotomie, vous regardez le périnée, vous regardez le col en appuyant un peu sur l'utérus, vous pouvez voir le col. Là, c'est la révision, je passe dessus. Troisième étiologie dont on a parlé tout à l'heure, c'est le traumatisme des voies génitales. Ça également, c'est fréquent. Vous faites la même chose que pour l'atonie. Vous regardez au niveau du vagin, vous allez voir qu'il y a une déchirure. Mais même s'il y a une déchirure, vous devez rechercher toujours l'atonie. Vous devez examiner le placenta. Vous devez faire la révision systématique. Ça, c'est des gestes systématiques. Systématiques. Vous regardez et vous mettez en place les médicaments qu'il faut. Et je vous ai dit, l'hexacine est un médicament indiqué dès que le diagnostic d'hémorragie est fait. Quelle que soit la cause, atonie utérine, rétention placentaire, traumatisme des voies génitales, trouble de la coagulation, les 4 T là, il faut toujours mettre l'acide tranexamique. Ça, c'est les recommandations, les dernières recommandations de l'OMS et on continue. Dernière étiologie. Alors, conduite obstétricale, ça on avait déjà vu l'atonie. Hein? Bon, ça, alors, dans l'atonie utérine, je reviens un peu là-dessus parce que c'est... Alors, vous voyez l'administration d'utérotonie, là, il y a l'ocytocine. Vous avez bien dit 10 unités en intraveineuse ou en IM si elle n'a pas de voie veineuse. Mais il y a également un médicament qui est très intéressant maintenant, qui est le misoprostol. Vous le connaissez également. Quel est son nom commercial? Le Cytotec. Ça fait beaucoup de choses, non? C'est bien souriant. Hein? À cause de vous, on va enlever ça sur le marché. Mais on va faire des doses pour la salle d'accouchement. Le misoprostol, 800 microgrammes lorsqu'il y a une hémorragie de la délivrance. La dose est variable, hein? Regardez bien parce qu'en fonction de la dose, on peut passer en préventif comme en curatif. Dans votre cours, on a dit 800 mg, ça c'est en curatif, et 600 mg en préventif. Et puis il y a un autre médicament qu'on n'utilise pas souvent parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires et quand on est hyper tendu, c'est l'ergométrine ou bien le méthylergométrine qu'on appelle couramment le métergin. On peut administrer aussi, surtout en intramusculaire. Et puis bien sûr, alors,
lorsqu'on a fait tous les gestes que j'ai cités, surtout devant l'atonie utérine, on revient un peu sur l'atonie utérine parce que c'est la première cause. Quand il y a des déchirures des voies génitales, une fois que la suture est faite, quand vous pouvez, parce qu'il y a des déchirures que vous ne pouvez pas maîtriser, dans ce cas, il faut évacuer. Mais quand vous pouvez, vous faites la suture. Quand c'est une rétention placentaire, vous délivrez le placenta. Quand c'est partiel, vous faites la révision utérine. Par contre, l'atonie, c'est ce qui est difficile à gérer. Vous pouvez masser, ça peut reprendre, mais ça peut relâcher encore. Donc, il ne faut pas dire j'ai massé, ça a repris, il y a une chose, je laisse, je m'en vais. Non, non, non. L'atonie peut passer, ça peut revenir. Dans ce cas, malgré le traitement, les premières mesures, c'est-à-dire utérotonique, hexacyle, massage, l'atonie peut persister. Dans ce cas, on va passer à d'autres choses, telles que la... comment on appelle ça? Massage, c'est un nom? Allez, parlez fort, vous connaissez? Oui? Massage bimanuel. Alors, comment on fait le massage bimanuel? Qui peut montrer? Qui peut décrire l'image là? Oui, allez-y. Oui. On forme le fond de... On fait un point au niveau du vagin, l'autre main on prend le fond de... Vous avez déjà fait ça une fois? Mais est-ce qu'on vous a montré sur mannequin? Rien. Madame Niori, est-ce qu'on prend des On manières? fait HMBS l'année dernière. Oui, l'année dernière. Deuxième année, madame Daou. Mais dit qu'on l'a dit théoriquement. Elle vous a expliqué, mais on n'a jamais fait. HMB, vous étiez en deuxième année l'année dernière. On a fait HMB. Vous êtes partis sur le terrain, il y avait 2 groupes. C'est pas vous. Elles n'ont pas fait, elles n'ont pas fait. C'est mon sur mannequin. Qui a fait? Est-ce que quelqu'un entre vous, dites la vérité, hein? Est-ce que quelqu'un entre vous a une fois eu à faire ça sur mannequin d'abord? Sur mannequin, non. Oh, ça, vous devez faire ça parce qu'à tout moment, vous pouvez rencontrer ça. Donc, la main dans le vagin, vous voyez comment ça comprime l'utérus. Ce n'est pas un toucher vaginal qu'on fait. Hein. On met, c'est pour... Puisque quand on masse, on s'est dit que quand on a massé l'utérus au niveau, à travers la paroi abdominale, ça n'a pas bien pris. Donc ça, c'est encore plus efficace. Donc, bimanuel, on comprime l'utérus au niveau du segment inférieur et on appuie également au niveau du fond utérin. Donc, ces deux-là, pendant longtemps, on essaie de comprimer l'utérus pour que la rétraction s'efface. Quelquefois, quelques minutes après, parce que comme je disais, pendant que vous avez la main là, l'autre est en train de mettre les traitements et tout ça. Donc vous ne pouvez pas être seul pour faire ça. Voilà pourquoi on dit qu'il faut appeler au secours. Parce que pendant que vous faites ça, on peut prendre la tension, on peut mettre d'autres médicaments, la perfusion est terminée, il faut remplacer et tout ça. Donc il ne faut pas faire ça. Si vous êtes seul quelque part, vous pouvez avoir l'aide de lui. Et quelquefois, ce que vous avez fait, le massage bimanuel, peut ne pas être efficace. Peut ne pas être efficace. La femme continue de saigner. On vous a dit c'est une course contre la montre. Les gestes se font rapidement. Vous êtes dans un endroit quelquefois, et ça c'est la réalité, vous voulez évacuer la patiente, les parents sont en train de pleurer, oh ils veulent nous amener au CHU, CHU vont nous... Notre nom est gâté au CHU. Parce que les gens pensent que quand ils vont au CHU, c'est opération, ou bien c'est parce que c'est grave. Quelquefois c'est réel, c'est grave. Mais vous, la sage-femme, vous devez faire tout. Et la formation qu'on vous donne, ce n'est pas une formation pour être seulement au CHU, mais vous pouvez être dans un milieu reculé où des gestes sont importants pour sauver la femme. Avant de l'évacuation. Donc avant l'évacuation, vous faites ce que vous pouvez faire pour arrêter l'hémorragie. Mais quand vous ne pouvez pas, il ne faut pas rester avec elle pendant longtemps. Parce qu'après, comme on vous a dit, on ne peut plus rien faire. Même si elle arrive, elle va mourir soit au cours du transport, soit elle arrive à l'hôpital, on ne peut plus rien faire parce qu'elle est en coagulopathie. Donc il faut faire les gestes qu'il faut, mais il faut les faire dans un timing, rapidement. Et si ça ne marche pas, il faut savoir évacuer. Ou bien savoir faire appel aux chirurgiens ou bien aux autres médecins si vous êtes dans un hôpital général. Si vous êtes dans une PMI ou bien quelque part d'autre, là il faut savoir évacuer. Alors, autre élément pour lutter contre l'atonie. Pour lutter contre l'atonie, hein, on n'est plus dans les déchirures parce qu'on ne peut pas mettre ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Même si c'est écrit en bas déjà. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ici là? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Le
le cordon. Et le cordon. Condom. Condom. Vous n'avez jamais utilisé ça? Parle bien. Pendant préservatif. Alors là, c'est le ballonnet à tamponnement intra-utérin. C'est une technique qui permet, puisqu'on sait que dans l'atonie utérine, vous avez l'utérus, c'est là. Et on vous a dit dans la physiologie, dans la physiopathologie, que c'est où le placenta s'est décollé, c'est les vaisseaux restent béants et ce sont ces vaisseaux-là qui vont saigner. Parce que l'utérus ne se rétracte pas pour faire l'hémostase. Donc on a imaginé de mettre un ballon et ce ballon on va le gonfler et il va venir épouser la cavité utérine pour comprimer les vaisseaux. C'est la technique du ballonnet à tamponnement intra-utérin. Qu'on va essayer de faire tout de suite. Et puis voir comment vous pouvez. Et il y a 2 jours, je crois, l'UNFPA m'a appelé pour me dire qu'ils sont en train de vulgariser, de mettre à grande échelle le ballonnet intra-utérin qu'on appelle UBT. C'est en anglais, intra-utérine. Donc vous allez avoir ça normalement dans les salles d'accouchement. Et peut-être dans les kits d'accouchement, il va y avoir, pas dans tous les kits d'accouchement, parce que tout le monde ne fait pas d'hémorragie, mais dans les salles d'accouchement, il doit avoir ces ballonnets. Alors quel est l'avantage du ballonnet? Un des avantages donc, c'est de réduire l'hémorragie. Ça peut réduire l'hémorragie et le fait de tamponner ici, ça peut arrêter l'hémorragie. Donc 2 situations. Réduire l'hémorragie ou bien arrêter l'hémorragie. Mais quelquefois, ça peut échouer. Et comme vous, sage-femme, vous ne savez pas à quel moment ça va échouer ou bien ça va marcher. Quand on met le ballonnet, c'est surtout, si vous êtes dans un endroit reculé, le temps de transporter la dame pour aller dans un milieu spécialisé, où il y a du sang, où il y a une équipe chirurgicale, pour que quand ça échoue, on puisse passer à d'autres techniques telles que la chirurgie. Je ne vais pas vous parler de ça. Ça va, vous avez bien compris? Donc, vraiment, quelque chose de nouveau dans la prise en charge de l'hémorragie du postpartum, c'est l'usage du ballonnet. Il y a 2 objectifs principaux. Arrêter l'hémorragie. Si vous êtes dans un milieu où vous savez que si ça échoue, on peut faire la chirurgie ou bien le gynécologue est là, il peut faire la chirurgie. Mais si vous êtes dans un milieu où vous savez que si ça échoue, on ne peut rien faire, quand on met le ballonnet, c'est le temps de transporter le malade pour arriver dans un milieu où on peut le prendre en charge. Et quelquefois, quand on arrive dans le milieu avec le ballonnet, on regarde, si elle ne saigne plus, on dit, bon, la sage-femme a bien travaillé, on continue la surveillance. Ce ballonnet peut rester 24 heures. Elle est sous antibiotiques, il n'y a pas de risque. Et si l'hémorragie, on va le vider doucement, si l'hémorragie s'arrête, on l'enlève après et la femme est sauvée. Voici un peu, mesdames, comment on gère actuellement l'hémorragie du postpartum. Je pense que j'ai mis... ça, c'est la liste des médicaments. On va en parler, c'est important aussi. Alors, ça, c'est l'OMS qui donne cette liste-là, c'est récent aussi. Les médicaments qu'on utilise dans la prise en charge des hémorragies du postpartum, il y a l'ocytocine. Ça, c'est les posologies, vous connaissez. L'ergométrine. Il y a les prostaglandines. Ça, en Europe, les gens utilisent ça beaucoup. Chez nous, ici, il est très efficace, mais ce n'est pas très utilisé chez nous. Il y a le misoprostol qu'on utilise. Ça, vous le savez. 800 mg en sublingual, c'est la voie d'urgence, on met ça sous la langue. 200 à 800 mg en dose d'entretien. Et puis ici, la dose maximale. Donc c'est un tableau que je vais donner après à mes collègues qui vont vous donner ça. Et puis le nouveau médicament, l'acide tranexamique, qu'on utilise dès que le diagnostic de l'hémorragie du postpartum est fait. 1 gramme en intraveineuse lente, qu'on peut répéter au bout de 30 minutes si l'hémorragie continue. Pas plus de 10 mg par kilo de poids corporel. Donc, voici un peu les médicaments. Ces médicaments-là, vous devez les connaître. Vous devez connaître les doses. Vous devez connaître les effets secondaires. Parce que vous allez les manipuler tous les jours. Ça, la sage-femme doit pouvoir les prescrire comme elle veut.
ça, c'est ce qu'on a vu. On va terminer par ce rappel. Donc, le diagnostic est fait. La délivrance est effectuée. Elle continue de saigner. Exercice. La délivrance n'est pas effectuée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une délivrance artificielle. Ça peut se faire sous anesthésie ou sans anesthésie. Ici, lorsque la délivrance est effectuée, révision utérine, qui peut se faire sans anesthésie. Et puis, examen des parois génitales, comme on a dit, dans tous les cas. En même temps, on met le traitement en place. Ocytocine, sondage vésical, massage utérin, vagin, ballonné intra-utérin UBT, antibioprophylaxie, et on commence à évacuer. Lorsque la délivrance artificielle, lorsque la délivrance n'est pas effectuée, qu'on l'effectue, et que ça continue de saigner, en même temps on met ça. Et puis, comme on a dit ici, quand le diagnostic est fait, il faut prévenir tous les acteurs. Il faut surveiller la patiente. Monitorage, ça c'est également important. Y a-t-il des questions à poser? C'est votre métier, hein, une sage-femme. Vous avez donné la vie à des... Tiens, le pouce un peu, voilà. Donc, là, c'est les différents cas de... Le diagnostic, du diagnostic. Alors, dans le... Donc, dans le kit de UBT, il y a un préservatif. Ouais, ça, c'est une sonde urinaire. Mais c'est une sonde urinaire un peu spéciale. C'est fabriqué spécialement avec une voie pour gonfler un ballonnet et puis l'autre pour gonfler le préservatif. On va voir comment on l'utilise tout à l'heure. Si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas ça, vous pouvez imaginer vous-même. Vous pouvez prendre une sonde urinaire. C'est vrai que ça ne va pas avoir le même effet, le même résultat, mais ça peut être utile. Un préservatif, ça vous en avez toujours dans vos sacs. Hein? Il n'y en a pas. Bon, maintenant que vous savez que ça peut sauver là, il faut avoir un préservatif toujours dans vos placards avec une sonde urinaire. Hein? Vous avez ça dans vos sacs. Si votre mari vous demande, vous dites non, c'est pour sauver les femmes qui saignent. Ce n'est pas pour l'utiliser autrement. Vous avez un fil. Ce fil-là, ça vous permet de maintenir le préservatif. Il y a deux qu'on va utiliser. Et vous avez une seringue. Cette seringue, c'est une seringue de 60 cc. Dans le kit que vous allez avoir, il y a une première, il y a le trait rouge ici. Ce trait rouge-là, c'est pour gonfler le ballonnet, qui va essayer de maintenir pour ne pas que ça sorte. Et puis après, vous allez gonfler. On peut aller à 200, 300, 400, 500 cc. Dans certains pays, ce n'est pas ça qu'ils ont. Ils mettent donc, comme je vous ai dit, la sonde urinaire. Ils prennent le préservatif, ils le mettent et on prend un sérum physiologique, 500 cc, qu'on fait couler et ça gonfle le ballonnet. Ça gonfle le ballon, le préservatif, qui va venir épouser la cavité utérine. Et puis on peut réduire en vidant progressivement 1 heure ou 2 heures après. Si la dent continue de saigner, on regonfle. On regonfle. Si elle ne saigne plus, on dégonfle un peu progressivement. Si elle ne saigne pas, et puis après, on peut enlever ça 1 heure après. Alors on va voir comment. Ça, c'est des élastiques pour maintenir, pour fixer le matériel au niveau de la cuisse. Elle a eu. Voilà, très bien. Alors on va considérer ça comme un utérus. OK? Donc, alors, tu ne m'as pas donné des gants. Hein. Comment je peux me faire quelque chose sans gants? Au moins des gants, chose pour que... Hein? Ça fait penser à l'usage de préservatifs dans d'autres situations. Gants d'examen. Oui, on a demandé la responsable. Bon, oui. Ah oui, donne-moi ça, ma chérie, c'est bien. Et équipé, il reste des préservatifs maintenant. Hein? Ah, la sonde. Les préservatifs de la sonde. Il y en a. Ah, voilà. Et la sonde. La sonde est à la maison. Voilà des gants stériles. Non, 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 non stérile, ça va.
Dans la situation de difficile, c'est vrai, si on a des gants stériles, c'est l'idéal. Mais si ça chauffe, vous n'avez pas dit non, elle n'a qu'à l'acheter gants stériles. On se connaît ici. Compresse. Voilà. Alors. Vous avez le fil. Oh oui. Donc, vous prenez le préservatif, vous le déroulez. Pourquoi ils ont lubrifié ça? Parce que d'habitude, c'est lubrifié. Voilà. Donc, vous voyez, vous prenez le préservatif. Ça, il faut être deux aussi pour le faire. Hein. Vous introduisez, c'est la moitié, je crois. Vous introduisez, mais ça, Madame Nyori même peut vous démontrer ça. On attache, donc vous voyez qu'il faut être deux. Hein. Ça là, si ça chauffe, vous pouvez appeler un parent si vous êtes seul quelque part en brousse là-bas. Il peut vous aider à attacher. Vous expliquez, vous lui dites que c'est pour sauver madame avant de l'évacuer. J'attache plusieurs fois parce que ça peut. Voilà. Ok. Alors, il y a le deuxième fil, on attache ici aussi. Hein. Le deuxième, voilà, on attache ici. Oui. Ah, d'accord. Doucement, il ne faut pas. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, vous avez préparé ça. Alors, c'est ça qu'on va introduire dans la cavité utérine. Il y a la technique pour introduire dans la cavité utérine. Donc, avec les deux doigts comme ça. On prend ça comme l'utérus. Donc l'utérus est ouvert, le col après l'accouchement bien sûr il est bien ouvert. Donc avec les deux doigts vous pouvez partir facilement. Vous introduisez votre ballonnet. Tu peux attraper. Bon. Ça peut pas. Voilà, mets dans, voilà exactement dans ça. Donc la femme est couchée, l'utérus est comme ça. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc, vous allez voir comment c'est transformé. Voilà. Vous voyez, sur la seringue, il y a un trait rouge. Donc le premier geste à faire, on prend au niveau de la seringue. Et le rouge d'ici, c'est le rouge d'ici, là. Donc on gonfle là. Vas-y, gonfle. Donc quand il gonfle, normalement ça ne peut plus sortir. Hein? Mais ce n'est pas tout le préservatif qui est chaud. Maintenant, à partir de là, on va prendre à peu près 200, 300, 500 cc. Vas-y. On est pressé, hein? La femme est en train de saigner. Toi, tu t'amuses. Il faut faire vite. Hein? Faut mettre, elle va mourir. Là, c'est l'autre côté maintenant. Hein? Vous allez voir, regardez. On met. Ça va épouser On enlève de la bouteille. Ça va jusqu'à 60. Hein. Vous allez voir combien de fois on met 60. Vous voyez? Donc quand vous mettez, ça continue de saigner, ça veut dire que ça n'a pas bien épousé. Généralement, il faut mettre jusqu'à... Diallo, c'est combien la quantité? On peut mettre jusqu'à 200. On peut dépasser 200. On peut dépasser 500 Ouais, ml. On peut arriver à 500 500 ml. ouais. Donc allons-y, la femme la saigne. Hein? Et puis il n'éclate pas. Là, ça continue de saigner, donc vous continuez de gonfler. Selon physiologie, si ça chauffe, que vous prenez de l'eau propre. C'est la médecine de guerre. Hein. Il y a des techniques où ce qu'on fait, c'est de bourrer l'utérus de compresse, hein, de tissus ou autre chose. Ça fait combien déjà qu'on a rempli? Ça fait 4 ou 5, non? Oui. Si c'est 5, c'est 60. C'est combien? 60, non? Oui. 65, on est déjà à 300. Hein? Oui? Non, l'air, c'est pas possible. Vous voyez, c'est en train de pousser. Vous voyez, non?
ça épouse la forme de la boîte, de la bouteille. C'est comme ça que ça épouse l'intérieur de lui. Doucement, parce que quelquefois qu'on appuie fort là, ça a sorti après. Voilà, c'est bon. Voilà. Il a mis à peu près 6, non? 6 ou 7. Vous voyez? Donc ici, là c'est le préservatif qui est dedans, hein. Ça ne coule pas normalement. Voilà. Et donc, ça épouse la cavité utérine. Donc, ça fait compression au niveau des vaisseaux. Et normalement, quand vous gonflez bien l'hémorragie, vous regardez dans les 15 minutes, 10 minutes, l'hémorragie doit diminuer et puis s'arrêter. Si ça s'arrête, vous dites, ah, c'est bon. Donc, vous restez longtemps comme ça, au moins 30 minutes, 1 heure. Si en 1 heure, ça ne saigne pas toujours, c'est que vous pouvez faire même quelquefois. Si vous avez peur, vous pouvez laisser 2 heures, 3 heures, 4 heures. Hein. Et puis après, vous venez, vous commencez à desserrer un peu. Et Yori, donne-moi un seringue. Alors, vous voyez, on peut retirer doucement. On peut retirer progressivement. Si on retire, qu'elle ne saigne pas, on continue de retirer. On retire un peu, on observe 30 minutes, elle ne saigne pas, on continue de retirer. Si on voit que ça saigne, allez, on remet encore. Eh bien, c'est comme ça, hein? Mais il faut surveiller la tension, il faut surveiller le pouls. Hop! Le préservatif va péter. Bon, mais ça, c'est des situations qui arrivent. Hein? Normalement, c'est parce que ça, c'est compact, c'est dur. C'est pareil, c'est un peu dur que ça se laisse pas descendre. Bon, quelqu'un d'autre va venir manipuler. Hein? Une famille vous va venir manipuler. Et puis on va voir. Non, on va couper, on va couper. Donc ce geste-là, il n'est pas compliqué. Hein? Il faut savoir le faire. Hein? Aujourd'hui, on n'a pas de mamayou. Si on le met à l'intérieur ici, on allait voir mamayou, on allait voir on allait voir comment ça gonfle. Ça se distend. Ça se distend dans... Ça, c'est un peu dur. L'utérus n'est pas comme ça. C'est pour ça qu'il a pété. Ouais, si c'est l'utérus, il allait se distendre. Moi, j'ai eu 3 cas où j'ai utilisé le ballonnet, le UBT, le ballonnet intra-utérin. Non, ça n'a pas pété. Ça a calmé. Le premier cas, quand on a mis, ça a continué de saigner. Et puis on essayait là. Il ne faut pas aimer, je restais sur UBT et puis après la femme là va partir. Donc ça continue de saigner. Et puis quand c'est comme ça, vous êtes nombreux. La sage-femme dit, ah professeur, il faut aller intervenir. L'anesthésie c'est dans mon dos. Bah, lui aussi il veut partir. Ah, on n'a qu'à faire. Bah, ça continue de saigner. Bon, allons au bloc. On est allé au bloc. On a fait une hystérectomie d'hémostase. Parce qu'on a ligaturé les vaisseaux, mais elle continuait de saigner. Donc on a enlevé l'utérus. Eh, mais vous voulez mourir avec votre utérus ou bien vivre sans utérus. Donc on a pu la sauver. Le deuxième cas, c'était à peu près la même chose. On a fait, ça s'est arrêté un peu, et puis après ça a repris, ça a continué à saigner. On est parti au bloc opératoire. Là on a fait la ligature des vaisseaux et ça s'est arrêté. Le troisième cas, on a pu... Ça s'est arrêté et puis progressivement on a enlevé après le ballon. Donc ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Alors mesdames, les sages-femmes c'est quelle zone là? À Soubré. Bon, vous êtes sage-femme à Soubré, c'est chez moi. Hein. Si vous ne gérez pas bien mes patientes, mes parents, je vais porter plainte. Donc elles saignent, vous avez votre matériel, voici le préservatif, voici l'utérus de ma cousine. Voici les fils. Alors, montrez-nous. Voilà. Allez-y. Parlez, parlez entre vous. Hein. C'est toi qui es la sage-femme responsable. C'est toi qui gérais la patiente. Donc, il faut parler. Je prends le préservatif. Je vais le déballer. Il faut lui mettre ça ici. Regarde, rentre dans mon ordinateur. Ça c'est plus facile. Tu prends. Ou bien tu... D'accord, ok. À moitié. C'est moi ici la salle. Allez-y. Il faut parler, il faut dire attache ma... Attache. Vous
C'est pas attaché là, ouais. Hein, parce que si vous attachez vers ici, là, c'est là que le ballonnet va se gonfler. C'est bien attaché. Il faut éviter la femme en Voilà. Ok. L'autre là, attaché aussi. Deux doigts comme ça pour. Voilà. Voilà, c'est bon, ouais, c'est rentré. Bon, toi tu masses l'utérus là. Ah oui, non, toi tu prends ici. Allez, allez-y. Qu'est-ce que vous faites? Très rouge. Voilà, très bien. Mais ça, il y a le côté rouge. À gauche. Voilà, ok. Essaie de tirer un peu dessus pour voir que tu es vraiment dedans. Ça. Viens, viens, viens. Viens. Tu vois, non, c'est bon. Allez, allez-y. On fait vite. 60, voilà. Ok. Bien, elle est plus rapide que toi, hein, la femme là. Il faut parler à la patiente, hein. Qu'est-ce que tu lui dis? Madame, ça va? Madame, tu es là? Elle est là. Tu t'appelles comment, madame? Comment ça, maintenant tu demandes son nom? Non, elle va chercher le conscient. Ah, d'accord, ok, ok. D'accord, ok, c'est bien. Madame, tu me vois? Il faut lui expliquer que c'est ce que tu fais. Hein? Explique-lui ce que tu fais. Bon, madame, ce qu'on a fait, c'est pour arrêter l'hémorragie. Le sang, c'est